Aujourd'hui, la première activité qu'on a, c'est une présentation de M. Benoît Urgély qui va nous présenter une présentation éditoriale, en fait, sur les journées d'aujourd'hui. Alors, je vais présenter Benoît Urgély, qui est maître de conférences habilité à diriger des recherches à l'Université Lumière Lyon 2. Il est chercheur associé au centre de recherche, le Centraire, ici à l'Université du Québec à Montréal, et aussi au département de Curriculum Pedagogy Assessment de l'University College London au Royaume-Uni. Ces recherches interdisciplinaires portent sur les conditions d'une éducation aux politiques à travers la pédagogisation de questions politiquement sensibles, dont la santé, l'environnement, le développement, la justice sociale. Au carrefour de l'éducation formelle et non formelle, en s'appuyant sur le concept de posture éducative, il développe des recherches-actions participatives en éducation et formation avec des représentants d'institutions civiles universitaires. Alors, Benoît, je te cède la parole. Enchanté, content de vous voir dans cette salle. J'aurais aimé être avec vous, mais je ne suis qu'à 5400 km de vous. Alors, euh, que dire? Je suis bien entendu ravi d'honorer ma place de chercheur associé au Centraire, puisque je suis les travaux de vos équipes, et notamment grâce à la revue Éducation relative à l'environnement, qui est une revue de référence en France. Nous n'avons pas, à ma connaissance, de revue scientifique sur l'éducation relative à l'environnement, même si nous avons des revues pour les praticiens qui sont particulièrement intéressantes, comme par exemple les cahiers pédagogiques ou l'Institut français de l'éducation aussi, qui publie régulièrement des ouvrages de synthèse à l'attention des éducateurs. Alors, je ferai de temps en temps une petite parenthèse comme ça. Par exemple, je vous conseille ce dernier ouvrage qui vient de sortir, qui s'appelle l'école pédagogique, transformer ou s'adapter, euh, dans lequel un certain nombre de chercheurs francophones dissertent et font des propositions pour essayer de trouver une place à l'école, puisque la grande question probablement qui va traverser l'ensemble de cette journée, c'est est-ce bien à l'école, dans cet un espace éducatif, que doit se penser l'avenir, la transition écologique et le développement souhaitable, ou cette dimension politique de l'éducation doit-elle se jouer ailleurs? N'est-ce pas trop risqué pour l'école d'entrer dans cette opération? Alors, Montréal, pour moi, est aussi un endroit important et aussi très inspirant, puisque Hugues m'a proposé d'acheter cet ouvrage de Francis Dupuy-Desrus, j'appellerais presque ça un manuel scolaire qui parle des révolutions et des grèves à l'école. Et j'y ai découvert qu'en septembre 2019 s'était tenue à Montréal la plus grande grève de jeunesse pour le climat, inspirée bien entendu du mouvement Greta Thunberg, qui avait rassemblé en septembre 2019 400 000 jeunes les vendredis après-midi. Vous vous en souvenez peut-être, c'était l'occasion pour les jeunes de protester contre l'inaction politique et d'appeler à un changement des consciences pour le climat. Alors, je vais commencer par étudier un peu ce mouvement. Alors, Francis Dupuy-Desrus le fait très bien dans un article de 2020 et de manière illustrée dans la bande dessinée. C'est une opération intéressante à analyser, puisque c'est une expérience militante qui a été vécue par des jeunes entre 14 et 18 ans, des jeunes qu'on peut dire donc privés encore de droits civiques, et pourtant ils se sont autorisés, ils se sont organisés pour prendre une forme de politisation de leur action et de leurs paroles, en décidant de s'engager à ne pas aller à l'école, alors soutenu ou pas par les adultes, je vais y revenir, mais pendant plusieurs semaines, et d'ailleurs pas seulement à Montréal, à travers le monde entier. Vous trouverez dans la BD l'ensemble des villes qui ont soutenu
ce mouvement et qui ont montré une mobilisation des jeunes importante. Ce mouvement-là a été un mouvement qui a été particulièrement contesté, et notamment par les adultes. Et ça nous dit quelque chose de très important sur les représentations qu'ont les adultes de la place de la jeunesse dans la transformation sociale. On peut dire que, alors je vais vous lire quelques réactions hein, qui sont, enfin les bras m'en sont tombés, mais c'est pas grave, hein, ils sont toujours là. Alors on a dit de ces mouvements de la jeunesse que c'était une dictature de l'émotion, que c'était des mouvements irrationnels, soutenus par une religieuse, en parlant de Greta Thunberg, qui était une sorte de prophétesse, complètement fanatique, endoctrinée idéologiquement, et qui avait réussi à mobiliser un troupeau de moutons. C'est pas très sympa pour nos enfants. Pour en conclure que finalement, la place des enfants n'était pas dans la rue, mais à l'école. Donc une fin de non-recevoir de toute forme de politisation de l'action des élèves, avec l'idée que l'on pourrait appeler une idée adulto-centrée, que la maturité civique, il faut avoir 18 ans pour l'avoir. C'est une histoire d'adulte, ce n'est pas une histoire d'enfant, et donc ce n'est pas à l'école que on apprend ou on se politise, on se forme aux politiques ou à la politique. Alors, les jeunes le savent très bien, hein, puisque certains d'ailleurs se forment ailleurs qu'à l'école. C'est un peu comme l'éducation à la sexualité. Hein. Certaines écoles sont frileuses pour le faire. Bah, les enfants se forment ailleurs, mais le problème, c'est qu'on ne sait pas trop quel est le cadre éthique dans lequel ils le font, quels sont les messages qui sont passés, comment sont gérées les contradictions lorsque ça se passe à l'extérieur de l'école. Alors, cette idée que la maturité civique, elle n'est pas pour les enfants, mais elle est que pour les adultes, c'est une vieille histoire. Philippe Mérieux, dans un article de 2002, je vous ferai passer toute cette biographie par l'intermédiaire de Hugues, je la mettrai au propre et je vous la diffuserai. Cette idée, elle avait déjà percolé dans une œuvre importante de Hannah Arendt en 1954, dans un ouvrage qui s'appelle Les crises de l'éducation, dans lequel elle revenait sur le fait que les adultes ont une responsabilité vis-à-vis politique, et donc c'est à eux de faire de la politique et non pas à l'enfant, aux jeunes enfants. Ils peuvent éventuellement apprendre, mais ils sont inachevés pour être politiquement responsable. Donc ça a été une idée qui a longtemps et tout le courant de l'éducation progressive américaine, qui, elle, justement, était plutôt opposée à cette idée en disant que plus jeunes ils apprennent à entrer dans le politique, et mieux ce sera pour l'avenir de nos sociétés. Elle, avec d'ailleurs une position qu'on pourrait dire un peu conservatrice, avait l'idée que le monde, c'est le monde, la société des adultes, et c'est à eux de transmettre les valeurs des adultes à la jeune génération. Or, on voit bien que ce discours-là, il tombe extrêmement rapidement lorsqu'on parle d'écologie, parce que si le monde que nous décidons de transmettre à nos enfants, c'est celui que nous avons construit, que nos parents ont construit, on ne peut pas dire qu'on va leur laisser une grande réussite. Et donc, les enfants en sont conscients, ils disent, mais attendez, les immatures politiquement, c'est pas nous, c'est vous. Et donc, nous revendiquons le droit de participer à penser un avenir qui sera le nôtre et qui sera aussi celui de nos enfants. Et donc là, il y a une controverse extrêmement importante sur un principe éducatif. Peut-on, doit-on engager les enfants dans une forme de politisation? Et si oui, jusqu'à quel degré? Doit-on aller jusqu'à un degré d'activisme? Alors, il y a différentes formes de politisation, hein, d'engagement. Ça peut être des engagements comme les grèves, mais ça peut être aussi les votes, ça peut être euh, des sabotages aussi, hein, on en a eu en France, notamment lors de ces mouvements. Mais ça peut être aussi des mouvements d'alliance avec des adultes, hein, pour revendiquer des transformations politiques, notamment sur les questions écologiques.
Alors, le problème, c'est que si on se met tous autour d'une table et on discute de cette question-là, on va voir émerger différentes représentations des potentialités, des capacités politiques des enfants. Et donc, il y a ici, à mon sens, et ce sera ma première idée, un conflit, euh, un désaccord social sur la place qu'il faudrait ou pas donner aux enfants dans la transformation écologique, dans le penser la transition écologique, puisqu'on sait que cette période de l'Anthropocène est une période qui est probablement liée à une vision de la place de l'homme dans la nature qui est extrêmement anthropocentrée, avec une ontologie, un dualisme entre l'homme, les humains d'un côté et la nature de l'autre, une épistémologie aussi très particulière qui affirme que les savoirs les plus importants sont ceux de l'expertise et qui donc ne laissent pas beaucoup de place aux savoirs autochtones, aux savoirs de l'expérience. Donc c'est probablement aussi ce modèle-là qui a conduit à cet anthropocène que certains appellent aussi capitalocène. Je me réfère à Irène Pera, par exemple. Et cet anthropocène est lié aussi au fait que, d'un point de vue axiologique, nous sommes dans un modèle de développement qui pense que l'extractivisme et la croissance économique infinie, c'est la seule source de progrès humain. Donc, si l'on souhaite transformer et passer d'une vision anthropocène à une vision que certains appellent écozoïque, c'est-à-dire dans laquelle le vivant est pensé de manière écosystémique, dans lequel nous ne sommes qu'un maillon avec l'ensemble des espèces vivantes, des humains, non humains. Si nous souhaitons aussi changer d'épistémologie en disant que les savoirs experts sont intéressants, sont importants, mais ce n'est pas la seule façon de voir le monde. Il peut y avoir aussi des coproductions de connaissances. Donc cette transition, elle peut aller aussi vers une autre pensée épistémologique. Et puis enfin, si nous décidons que d'un point de vue des valeurs de progrès, ce n'est pas seulement la croissance continue qui doit être l'idéal du progrès, mais c'est aussi le fait que pour apprendre et pour penser notre société, nous devons interagir et être conscients qu'il existe une pluralité de valeurs, eh bien, cette éducation à la transition écologique, elle suppose de mettre en place des transformations, des pédagogies, ce qu'on appelle des pédagogies transformatives. Alors, je vous disais que la figure de l'enfant est aussi est un point de controverse. La deuxième idée que je voudrais vous dire, la deuxième controverse, c'est qui divise actuellement la communauté française et probablement québécoise, ça vous me le direz, je vous laisserai le temps pour discuter avec vous, c'est que on peut accepter sur les questions écologiques que l'école soit un endroit où on éduque aux politiques, c'est-à-dire aux rapports sociaux, de pouvoir, aux jeux d'acteurs et d'arguments, aux valeurs qui sont en jeu. Mais la moitié de la communauté française actuellement défend que l'idée qu'il faut aller plus loin que l'éducation politique et que le rôle de l'école, c'est aussi de politiser les enfants, mais sans les polariser. Si, si vous sentez la nuance, mais l'idée que sur les questions écologiques, sachant que la société et les gouvernements, en tout cas le gouvernement français, soutient le projet, le souci écologique par l'école, la pédagogisation de l'écologie dans les écoles, il paraît pour les enseignants important de les éduquer et donc de les politiser sur les questions écologiques. Mais la communauté n'est pas d'accord là-dessus. Certains disent non, éventuellement, vous pouvez les faire réfléchir sur les acteurs en jeu, les valeurs, mais il est hors de question de les faire militer ou de les faire rentrer dans une activité, dans des projets activistes. Alors, moi, à titre personnel, je m'énerve assez rapidement sur cette question, puisque ça fait, j'ai 55 ans, donc ça fait depuis les années 70 que j'entends que il faut changer, rien ne change. Et je me dis que bon, ça suffit maintenant, éduquer aux politiques, c'est bon. Moi, j'ai envie plutôt qu'on rentre dans des projets d'action citoyenne impliquant les jeunes, comme les conseils municipaux de jeunes, par exemple, ou d'autres activités qui impliquent
de plus ou moins loin l'école, mais nous allons en reparler. Alors, je voudrais aborder un dernier point, et puis ensuite on discutera de tout ça ensemble, c'est que ces pédagogies, elles suscitent une division, je vous le disais, chez les chercheurs, mais aussi chez les enseignants, chez les éducateurs en général, du monde formel et du monde non formel, de l'éducation populaire par exemple, euh, puisque comme le dit le collègue de Montréal qui s'appelle de sciences politiques, qui s'appelle Bruce Maxwell, je vous passerai également ses références, euh, les enseignants sur les questions d'écologie se trouvent en tension entre deux devoirs qui sont des devoirs éthiques professionnels importants, qui sont le premier, le devoir d'être impartial, c'est-à-dire de ne pas influencer les jeunes par leur discours, par leurs propositions pédagogiques, le devoir d'impartialité, puisque ce sont des êtres inachevés en cours de construction, et donc ce serait, leur position d'autorité leur donnerait un peu la facilité à le faire, d'après cette image de la représentation de l'influence de l'adulte sur l'enfant. Donc le devoir d'impartialité, dit Maxwell, et puis le deuxième devoir, c'est de respecter les droits de l'enfant, qui sont les droits de la liberté de parole et de la liberté de conscience. Alors vous voyez que sur les questions écologiques, si l'enseignant doit respecter à la fois ce devoir d'impartialité, de ne pas les influencer, et en même temps les laisser libres de parler et d'exprimer leur conscience, il peut arriver que certains enseignants renoncent à cette tâche-là et donc évitent de traiter les dimensions politiques de ces questions et font ce qu'on appelle en France un refroidissement de la question, c'est-à-dire que toutes les dimensions politiques de la question, les responsabilités sociales sont évitées et on va se centrer par une posture d'évitement simplement sur la transmission de connaissances, sur une forme d'environnementalisme, ce que Giraud et Sauvé appellent une éducation à propos de l'environnement, c'est-à-dire qu'on va expliquer en gros quelle est la situation actuelle, sans soulever les questions qui fâchent sur la responsabilité du Nord, de l'Occident par rapport au Sud, sur la responsabilité des riches par rapport aux pauvres, etc. Donc, il y a plusieurs formes de postures qui se développent pour traiter ces questions-là, et qui peuvent aller de l'éducation au sujet de l'environnement à l'éducation pour l'environnement, qui est donc cette forme d'éducation éducation politique particulièrement militante. Alors, je conclurai sur ce dernier point, qui est que actuellement, dans les différentes universités dans lesquelles je circule, entre Royaume-Uni, Canada, Italie et France, je vois émerger, alors ce qui n'est pas nouveau, hein, mais de plus en plus de liberté de parole sur le fait qu'il est temps de penser des pédagogies transformatives. Alors, les pédagogies transformatives, depuis Dewey, avec la pédagogie de l'enquête que vous connaissez peut-être, qui propose aux enfants d'enquêter sur une situation sociale pour essayer de comprendre comment ça marche, dans l'espoir que ça les conscientise et ça les fasse agir différemment. Depuis Dewey, en passant par Frère, bien entendu, chez nous en France par Célestin Freinet, qui avait une forme d'éducation aux politiques à l'école, dans ses classes, pendant la période de la Seconde Guerre mondiale notamment, ce qui lui a valu d'ailleurs un séjour en prison par l'extrême droite française, euh, jusqu'à Paulo Freire, que vous connaissez mieux que nous sur votre continent. Euh, les pédagogies transformatives sont des pédagogies qui sont pensées depuis longtemps et qui amènent progressivement à en dessiner les contours et à les expérimenter. Actuellement, beaucoup de mouvements pédagogiques, plus ou moins liés à la recherche, expérimentent des pédagogies transformatives, plus ou moins habilement d'ailleurs, avec plus ou moins de succès, et notamment le courant actuellement qui, à l'échelle internationale, attire notre attention en France, c'est le courant de l'école dehors, ce que vous appelez vous l'école en plein air,
avec l'idée que si on sort les enfants, on va les reconnecter avec la nature, donc ils vont apprendre des choses, ils vont se connecter, et ils vont protéger plus facilement ce qu'ils aiment et ce qui les émerveille, qui est un principe éducatif dont on pourrait discuter. Mais ce mouvement de l'école dehors est un mouvement particulièrement intéressant puisqu'il fait le pari aussi que les émotions, la pédagogie de la transformation, c'est aussi une pédagogie des émotions, qui doit laisser la place aux émotions, qui doit laisser la place également à la rationalité. Donc on va essayer de raisonner, de catégoriser les savoirs, d'identifier aussi les acteurs, les incertitudes, de conduire des enquêtes. Ce sont aussi des pédagogies de l'enquête. Ce sont des pédagogies également du dialogue. Hein, il ne s'agit pas seulement de transmettre, de conserver, mais aussi d'inviter à discuter. Ce sont des pédagogies de l'espoir aussi, où on essaye d'inviter les jeunes à imaginer par immersion un autre monde, en créant par exemple des nouveaux systèmes de valeurs ou des nouvelles manières de faire. Donc ce ne sont pas des pédagogies des petits gestes, hein, comme on en voit parfois dans les écoles françaises où on leur fait trier les déchets ou balayer la cour. C'est beaucoup plus ambitieux que ça. Et puis ce sont des pédagogies également qui n'hésitent pas à proposer aux enfants de mener un projet citoyen activiste avec des pédagogies collectives qui n'engagent pas qu'eux-mêmes, mais qui engagent aussi les adultes, des communautés au dehors de la classe. Donc, on a petit à petit des contours, ce que mes collègues appellent des balises curriculaires qui se dessinent pour ces pédagogies transformatives. Et on voit depuis les années 2020 émerger beaucoup de recommandations pour ces pédagogies. Donc elles commencent à être entendues et elles sont expérimentées. Et actuellement, le mouvement des recherches-actions participatives que vous connaissez peut-être, qui sont des recherches qui impliquent, ce ne sont pas des recherches sur les enfants, mais ce sont des recherches avec les enfants pour essayer de penser la transition écologique. Eh bien, ces recherches actions participatives avec les jeunes, comme celles que nous conduisons actuellement à Londres, nous invitent à avoir les premiers résultats sur quelles sont les pédagogies les plus pertinentes pour susciter l'espoir d'une transformation et engager les jeunes dans la prise en charge de leur un peu probablement euh, progressivement, hein, puisque la maturité civique, ça s'apprend aussi, ça ne se décrète pas. Donc comment progressivement les engager dans des pédagogies transformatives qui les invitent à s'engager pour l'environnement et à en penser à un monde probablement radicalement différent de celui que nous leur transmettons et vers lesquels nous les éduquons actuellement. Alors, tout ceci devrait aboutir, j'espère, dans les 2 à 3 ans qui viennent à la publication d'un guide international des pédagogies transformatives pour l'écologie. Nous y travaillons avec un certain nombre d'enseignants, mais nous manquons encore de, de solidité, de robustesse sur les limites de ces pédagogies, hein, puisque le risque aussi, c'est d'être dans des approches qui soient extrêmement militantes et qui soient donc aveuglées par les limites de ses propres pédagogies, puisqu'elles en ont probablement, et il nous faudra les pointer clairement et les expliciter pour ne pas convaincre que les convaincus. Et donc, nous attendons pour la publication de ce guide pédagogique la participation et les retours de toutes ces recherches actions participatives avec les jeunes qui sont conduites et dont les premiers résultats, par exemple, nous montrent que les plus frileux sont encore les adultes qui se refusent à considérer les capacités des enfants comme étant des capacités qui sont aussi de l'ordre du politique et qui ont tout intérêt à être entendus dans leur dimension créative et qui renouvellent aussi notre manière de voir la société. Voilà ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas si... Voilà, j'avais pensé 20 minutes. Hugues, tu vas me dire si j'ai tenu à peu près le temps, mais ce que je voudrais, c'est que on puisse en discuter, que vous puissiez bien entendu largement me contredire et m'inviter aussi
penser autrement ces pédagogies transformatives. Alors, je vous entends pas, mais je vous vois bouger, donc je vous remercie. Ah oui, c'est ça, on vient à peine d'ouvrir le micro. Ouais. Pas de Merci, problème, pas de Benoît. problème. Tu as été Merci. chaleureusement applaudi, ouais, comme tu as observé. Ah, Merci beaucoup pour cette présentation, Benoît. C'était vraiment intéressant. J'ai beaucoup apprécié là, en fait ton entrée en matière là, avec le constat qui a été formulé par les critiques finalement de ces jeunes qui se mobilisaient dans la rue puis qui ont été identifiés. Puis là, j'aimerais bien avoir la référence éventuellement, là, mais qui a dit que c'était la dictature de l'émotion? Ça m'a beaucoup parlé. D'autant ouais. plus Alors, que qu'est-ce que c'est? tu trouveras ça dans cet article qui Ah, s'appelle, de François Tupidéry? voilà, c'est ça, Ah oui, d'accord, 2000 d'accord. OK. 2020. Je vous le ferai OK, passer. parfait. Donc, il analyse toutes les réactions de la presse, et notamment des chefs d'établissement, avec des jeux d'alliance aussi. J'ai, par exemple, été complètement émerveillé par ces chefs d'établissement qui a proposé d'offrir des bonbons aux enfants s'ils venaient le vendredi à l'école. Donc, avec une certaine, vous voyez, une vision de l'enfant qui est quand même, enfin, on croit rêver, quoi. Bon, et pourtant, il l'a fait, hein. Ça n'a pas Ben oui, marché, bien entendu, mais il l'a fait. c'est super intéressant, effectivement. Mais c'est ça de constater que ben là, on appelle ça la dictature de l'émotion. Puis ben, récemment, je ne sais pas si vous avez vu passer, mais Elon Musk a pointé la faille humaine, en fait, qui était celle de l'empathie, qui serait finalement la faille fondamentale de l'être humain. Puis il y a tout ce mouvement-là, finalement, qui vient réprimer, en fait, l'expression des émotions dans un registre comme celui-là. Puis là, ben, dans l'éducation, en fait, les perspectives pédagogiques que tu annonces, des pédagogies transformatives, comme tu les appelles, qui invitent à différentes formes de pédagogie, bon, évidemment, qui tiennent compte du cognitif, du dialogue, de l'espoir, mais aussi des émotions et que on constate que cette éducation-là aux émotions, ben, dans les curriculums, elle est pratiquement absente, là. Et donc, on n'a pas à s'étonner de voir qu'il y a des gens réfractaires aux mouvements sociaux comme ça qui viennent parler de dictature des émotions quand on sait à peine finalement comment composer avec ces réalités-là parce qu'on n'a pas été formé à bien les saisir, à bien les comprendre. Mais en tout cas, c'est des pistes vraiment que moi j'ai trouvées intéressantes. Je ne sais pas s'il y a des gens ici dans la salle qui aimeraient poser des questions, rebondir. Oui, on a des mains levées. Oui, madame, j'ai pas votre nom. Yancy. Yancy, merci beaucoup. Yancy. Bonjour à tous. Merci Benoît pour cette présentation. Est-ce qu'il entend? Oui. Oui. Ce que je Oui, voudrais oui, très poser très bien, je vous entends très bien. comme question ou comme réflexion, c'est un peu car toujours la manutention de le status quo, ce n'est pas une posture politique. Alors, s'il n'est pas parlé en termes politiques de l'environnement, c'est aussi une option politique. Mais c'est toujours comme, vu comme neutre, ainsi comme la science aussi. La rationalité a la neutralité et la phénoménologie, les subjectifs, c'est pas neutre, il y a une intention. Mais où dans ce monde existe ça pour de vrai, cette neutralité? Euh, je ne vois pas. On est tous des êtres humains. On a un monde politique, économique, culturel qui s'entrecroisent, comme on a vu avec la tour, Tin Ingold, qu'on a parlé hier. Mais toujours, si on veut euh, questionner cette status quo, on est toujours vu comme, ah, c'est politique, c'est pas la réalité, c'est une chose comme qui est biaisée. Mais et en tant que si je vais maintenir cette status quo, cet système, je suis pas politique, je suis pas biaisée, c'est comme que je suis la norme. Mhm. Ouais, il faut questionner ça un peu. Ne pas parler de certains sujets à l'école, c'est une posture politique. Elle envisage et a des objectifs et a des résultats aussi très importants de notre société. Alors, mettre les professeurs, l'enseignant comme s'il ne peut pas parler de ces sujets ou oui, ils doivent comme que ce que je pense, comme en termes de pédagogie, le plus important, c'est d'écouter les élèves. C'est ce que Freire, je ne sais pas comment dire ça en français, Paulo Freire a Très, dit, c'est écouter et ressortir ce qu'ils sentent, ce qu'ils pensent et donner droit aux enfants d'être au monde aussi. Et si c'est le regard, c'est politique, c'est car la situation, le monde, il est politique. On ne peut pas euh,
il n'existe pas cette neutralité. C'était un peu ça que je voudrais apporter et vous entendre un peu sur ces choses-là, ce sujet-là. Merci. Merci. Il y avait une autre intervention, Benoît, juste avant. Il y avait Blandine aussi, ici. Oui, je peux t'accorder la parole, puis ensuite, Benoît pourra réagir ou d'autres personnes. Merci beaucoup pour cette intervention. J'étais tout de suite intéressée parce que dans votre présentation, on dit que vous faites la recherche-action, ce qui est de plus en plus rare alors qu'on est en éducation. Moi, je ne comprends pas pourquoi on ne fait pas. Il y a plus d'analyse des données que la recherche-action. C'est incompréhensible pour moi. Donc, j'étais très contente de ça. Et en plus, le faire à l'école, c'est encore pour moi très, très intéressant. Mais là où j'ai bondi un peu, c'est quand vous avez dit, je vais vous citer, ce ne sont pas les pédagogies de petits gestes. C'est beaucoup plus ambitieux que ça. Est-ce que vous ne participez pas un peu au classisme, ce qui est plus important, ce qui est moins important? Est-ce que ce dénigrement-là ne participe pas à empêcher les gens de se construire? Parce que faire les petits gestes, c'est une transformation. Ce n'est pas évident. La preuve, dans toutes les écoles du monde, il y a des déchets par terre. Je dis bien du monde, parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une recherche entre le Japon et je ne sais plus quel pays là-bas, où pourtant les élèves ont appris à nettoyer, mais il y a des déchets par terre. Est-ce que ne pas essayer de s'enraciner sur ces comportements individuels transformatoires qui sous-tendent la politique, l'intervention politique qu'on voudrait mener, est-ce que ça ne peut pas, ça ne fait pas sens? D'autant plus que moi, je suis allée dans les événements organisés le vendredi à Paris. Les élèves qui allaient là-bas, qui sont partis, qui ont manifesté, après, quand ils partent, il y a les déchets par terre. Et puis, certains élèves, c'est comme pour toute activité, tu leur demandes pourquoi tu es là. Oh, ça me fait un vendredi, ça me fait moins la classe. Et il y a aussi ça dans le mouvement politique. Donc, vraiment, je souhaiterais, si cela vous dit, de mettre en place une recherche-action pour justement que les petits gestes soient effectifs, apportent des vrais résultats avant qu'on les dépasse. Parce que là, on dépasse quelque chose qu'on n'a pas acquis. Ça, c'est mon point de vue. Merci. Merci, Blandine. Est-ce qu'il y avait une autre intervention? Oui, peut-être avant de passer la parole à Benoît pour les 5 dernières minutes. Je veux bien, oui. Je voulais juste d'abord je vous remercier pour dire ça parce que moi, je suis enseignante et je suis doctorante et j'ai beaucoup de mal parfois à réconcilier ce que je fais à l'université de ma pratique pédagogique où moi, je suis tout à fait d'accord avec toutes les critiques sur la dilution de l'éducation environnementale à l'école et le fait qu'on fait trop de petits gestes, etc. Et en même temps, moi, en tant qu'enseignante, quand j'arrive à organiser des nettoyages de l'école, je suis vraiment contente parce qu'il y en a tellement besoin. Donc, je pense il y a quand même vraiment une condescendance, je trouve, du monde académique sur ce qu'on fait dans les écoles parfois, où nous, on essaye de faire des grandes choses transformatrices, mais malheureusement, parfois, les petits gestes, c'est vraiment cette première étape vers quelque chose de plus construit. Alors, je te remercie d'avoir dit ça. Moi, ma question, c'était plus par rapport à l'école dehors, là, à ce mouvement en France, de comprendre comment est-ce que ça s'articule. Enfin, je sais que l'éducation nationale, c'est quand même encore quelque chose de très hiérarchique, de très, je ne sais pas comment dire ça, mais il y a quand même une forte pression vers les savoirs académiques, etc. Donc, est-ce que c'est un mouvement qui est bien accueilli? Est-ce que ça fait partie des écoles publiques ou est-ce que c'est plutôt quelque chose qui est dans des écoles privées alternatives? Donc, c'est juste de comprendre un peu comment ce mouvement existe en France. Bien sûr. Alors, comment j'ai pas beaucoup de temps, mais du coup, alors sur l'école dehors, peut-être pour partir de là, l'école dehors, elle est soutenue par le gouvernement qui a déposé un projet de loi la semaine dernière pour que on mette à disposition des enseignants les conditions pour qu'ils puissent sortir les enfants de manière obligatoire, en s'appuyant sur des rapports de l'Académie de médecine. Le projet de loi est en cours d'analyse à l'Assemblée. Et donc, c'est une revendication qui est remontée, qui vient du terrain, qui vient notamment des enseignants de l'école primaire, qui ont réussi à mobiliser des députés, d'ailleurs transpartisans, hein, ni de droite ni de gauche, c'est plutôt une question de bien-être de la jeunesse, et qui a bénéficié, bien entendu, de la période post-Covid. Hein, puisque beaucoup d'enseignants se sont autorisés
à le faire, alors qu'avant, ils avaient craignaient les conditions de la mise en danger des enfants ou les questions de sécurité ou la réaction des parents. Donc actuellement, il est pas de la simple initiative des écoles alternatives, hein, des forest schools par exemple, mais bien il est ancré dans la demande des enseignants de l'éducation publique, avec bien entendu des résistances. Et donc le projet de loi demande aussi à ce que les personnels qui le souhaitent, il n'y aura pas d'obligation, mais les personnels qui le souhaitent aient à disposition des temps de formation sur ces pédagogies. Hein. La manière dont on gère la classe à l'extérieur, c'est pas la même chose que, c'est pas juste sortir les dehors, c'est aussi une posture très particulière, une posture d'écoute, une posture d'accompagnement, la capacité aussi à les laisser bouger, à les laisser rester en silence. Tous les codes de la forme de scolaire sont remis en question par l'éducation dehors. Donc, voilà, c'est pas seulement un projet pédagogique qui n'est pas nouveau, encore une fois aussi. Hein, les classes promenades de Célestin Freinet ou chez Maria Montessori, c'était aussi quelque chose de très important. Le contact avec l'extérieur, le contact avec la nature, pour des raisons différentes, hein, souvent sanitaires d'ailleurs. Donc voilà. Concernant la pédagogie des petits gestes, je ne dis pas qu'il en faut pas. Mais alors, probablement que d'ailleurs, on y reviendra dans la table ronde cet après-midi. Le constat est pas le même au Québec ou en France. Mais en France, ce qu'on a constaté lorsque les programmes de 2006 ont introduit l'éducation au développement durable, ça s'appelait à l'époque. On est passé maintenant à la transition écologique, peut-être moins chargée politiquement, quoique on pourrait en discuter. Les enseignants ont sauté sur deux grands projets pédagogiques, qui est l'apprentissage à trier des déchets et à trier les déchets dans la cour, et puis à la cantine à aussi faire les bacs de compost. Enfin, vous voyez toutes ces pratiques de tri sélectif. Mais le problème, c'est que ces initiatives ont été peu accompagnées, alors pour des raisons de temps, nous disent les enseignants, mais ils n'ont pas été argumentés sur pourquoi il faudrait faire ça, quel est l'impact de ce geste, moi, est-ce qu'à mon échelle, par rapport à toute une société, est-ce que ça a du sens? Alors oui, il faut bien qu'on commence, qu'on s'y mette tous, mais si moi je fais ça, l'industriel en face, là, dont la cheminée tourne du matin au soir, et je suis obligé de mettre un masque la nuit pour bien dormir, est-ce que ça a du sens? Oui, non. Et alors, vous voyez, tout ce genre d'argumentation, en fait, ça n'a pas été souvent, je généralise pas, mais ça n'a pas toujours été accompagné de pédagogie, de la discussion, des limites de ces petits gestes. C'est bien de les faire, mais est-ce que tu es sûr que quand tu tries là-dedans, ça va finir où tu veux? À Lyon, par exemple, vous pouvez trier tout ce que vous voulez, à la fin, ça finit dans le même bac. Ça, c'est un scandale. C'est un scandale. Mais ça, on ne le discute pas avec les enfants. On leur dit juste et on leur fait croire. Donc, je ne dis pas qu'il ne le faut pas, c'est une action concrète, mais je dis qu'il doit être accompagné d'une analyse critique importante et donc d'une pédagogie de l'enquête et du dialogue. Et puis, vous m'aviez interpellé sur, je ne me rappelle plus sur quoi. Oui, sur le silence. Le silence est politique. Bien sûr que le silence est politique. Moi, je ne vais pas voter depuis 10 ans. C'est pas parce que ça m'intéresse pas. C'est pas parce que la politique m'intéresse pas. C'est que c'est ma forme à moi de politisation. Je veux que un jour en France soit reconnu le fait que d'être absentéiste, c'est un choix politique. L'ensemble des personnes qui se présentent ne me convient pas. Alors, ce que j'ai fait, j'ai trouvé une solution intermédiaire, c'est que j'y vais quand même, mais je mets un truc blanc dedans. Bon, le problème, c'est que c'est pas compté non plus. Donc voilà, effectivement, il y a différentes formes, et le silence, bien entendu, est une forme d'action. Après, la responsabilité de l'enseignant sur des questions politisées, il faudrait la discuter. Est-ce que le silence de l'enseignant sur des questions politiquement sensibles, est-ce qu'à l'école, il est acceptable? Ça, c'est vraiment une question de fond. Merci beaucoup, Benoît. Merci aux personnes qui sont Merci à vous. intervenues. Oui, et puis très enthousiaste pour faire une recherche action participative. Hein, c'est très à la mode chez nous, et en Angleterre aussi, à Londres. J'y serai la semaine prochaine justement pour cette action recherche action participative. Donc si vous avez des idées, je serai
très enthousiaste de travailler avec vous. Parfait. Merci beaucoup pour l'échange. Merci à vous.